Bonsoir et bienvenue dans Connaissez-vous. C'est le nouveau rendez-vous culturel que BX1 vous proposera désormais tous les dimanches soirs. On va vous emmener au théâtre pour un cours d'histoire un petit peu décalé. On vous expliquera ensuite comment composer une bonne musique de film. Et puis on ira faire un tour dans un musée à Molenbeek, près du canal. En fin d'émission, gros plan sur un nouveau talent. Ce sera un jeune guitariste de jazz prodigieux. Merci d'être avec nous. On commence avec un acteur, c'est Fabrizio Rodjon. Bonjour Fabrizio Rodjon. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien, bien. Ça va. Ça va. C'est bien. Ça va. Les promos avec le spectacle, c'est un exercice sympa ou c'est une obligation professionnelle? Oh, ça dépend en fait ça dépend les questions en fait. Ça dépend les questions, ça dépend ce que vous défendez aussi. Ouais. Donc ça va, ça va. On vous propose de vous asseoir. Ouais, merci. Alors vous allez prendre le fauteuil le plus à gauche dans la banquette. Le fauteuil plus à gauche, ici. Alors ça c'est la droite à mon avis. Donc là. Voilà, ça c'est la gauche. Voilà. Voilà. Ici. Ouais, c'est confortable? Ouais, super. Ouais, ça va aller? Ouais, je crois que ça va aller, ouais. Parce qu'on va quand même passer un petit bout de temps ensemble. Vous êtes là pour 45 minutes. Ouais, on va parler de Homo sapiens. D'abord, d'où vient ce titre? Ben, en fait, c'était le titre, je dirais, le plus simple. En fait, je suis très mauvais pour retrouver des titres. Quand j'écris quelque chose, j'ai beaucoup de mal à trouver le titre. Et donc, j'en ai parlé un peu à droite à gauche. Comme c'est un spectacle un peu sur l'histoire de l'humanité, ben, c'était assez évident, quoi. Ouais, c'est l'histoire de l'humanité. C'est ambitieux, ça. C'est assez ambitieux, ouais. C'est assez ambitieux, d'autant plus que j'ai quand même voulu faire quelque chose assez drôle aussi. Donc, combiner les deux, ma passion de l'histoire avec l'humour, c'était assez compliqué, ouais. Ouais. On va de quelle période à quelle période? Ah, ben on va carrément d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, hein. Ouais. Ah ouais. Rien que ça. Rien que ça, quoi. Ouais. Y a de l'histoire, il y a aussi, quand même, dans ce spectacle, beaucoup du monde d'aujourd'hui, du Bruxelles d'aujourd'hui et de nos contemporains. Il y a des choses qui vous énervent dans le monde d'aujourd'hui. Ah oui, c'est difficile de ne pas être énervé. Cette soi-disant technologie qui est censée, par exemple, hein, il y a beaucoup de choses, mais cette soi-disant technologie qui est censée nous aider, mais qui en fait nous crée plus de problèmes que le contraire. Bon, après, il y a des choses qui m'énervent qui en fait ont toujours existé, comme les dictateurs, évidemment. Ouais. Il y a un peu d'actualité dans le spectacle. Quand il se passe des choses en Ukraine, vous réussissez à les mettre dans le déroulé du texte prévu ou pas? En fait, je dirais que la beauté du spectacle vivant, enfin, en tout cas, quand vous faites un spectacle comme le mien, c'est que vous êtes un peu obligé, en fait. C'est un peu la difficulté, c'est un peu la beauté aussi. C'est que vous êtes un peu toujours obligé de, même si ça parle de l'histoire de l'humanité, bah, j'essaie quand même de dire, d'ajouter des petites choses sur l'actualité comme l'Ukraine, etc. Et donc, c'est un work in progress, c'est tout le temps un work in progress. Je cherche tous les jours des choses de l'actualité que je pourrais mettre dans le spectacle, ouais. Il y a un petit côté Guy Bedos dans ce spectacle, un petit peu côté la revue de presse. Ouais, oui, bah, Guy Bedos est une référence. Je suis né dans les années 70, donc j'ai grandi avec Guy Bedos, avec Coluche et tout ça. Et donc effectivement, la revue de presse de Guy Bedos me faisait bien rire quand j'étais enfant, ouais. Ouais. Il y a 2-3 choses qu'on n'a pas encore dites, hein. Ça s'appelle donc Homo sapiens, ça se joue au théâtre de la Toison d'Or, ça se joue jusqu'au 2 avril du mercredi au samedi, et il y a un co-auteur, c'est Samuel Tilman. C'est pas la première fois que vous travaillez avec lui. Non, en fait, je fais tout avec lui. Je fais tous mes spectacles avec lui, enfin, j'écris avec lui, j'ai fait son premier film aussi, donc on travaille beaucoup ensemble, ouais. Ça a été une vraie rencontre sur les bancs de l'université en histoire, justement. Ouais, parce que vous étiez des étudiants en histoire. Vous auriez pu être prof d'histoire? J'aurais aimé. Ouais, les élèves aussi, à mon avis. Merci. Ouais. Merci. J'espère. Ouais, oui, ça aurait été. J'aurais bien aimé être professeur, en fait. Ouais. Ouais. On va revoir un extrait de Homo sapiens au théâtre de la Toison d'Or. Homo sapiens, Fabrizio Rodjon. Vous voyez qui c'est, Jeff Bezos? L'homme le plus riche de la planète, le patron d'Amazon. En 2018, il a gagné 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, tu sais plus quoi dire avec des chiffres pareils. 80 milliards. Ça veut rien dire. Ben du coup, j'ai fait le calcul pour essayer de comprendre.
En un jour, il gagne 218 178 082 euros. En 1 heure, 9 132 000 euros. En 1 seconde, 2 536 euros. En 1 seconde, il gagne plus que le salaire mensuel moyen d'un Belge. Quand Jeff dit à sa femme, j'arrive chérie, 2 secondes, il a gagné 2 salaires mensuels moyens. Si Jeff a une seconde d'inattention, c'est pas grave. 2 500 euros. Il regarde la finale du 100 mètres à la télé, 9 salaires. 6 saisons de Game of Thrones, il rachète la dette du continent africain. Jeff Bezos. Regardez sa tête. On dirait mon prof de chimie à l'école, franchement. Il sourit tout le temps, le mec. Tout le temps. Bon, il a de bonnes raisons de sourire, hein. Je veux dire, Jeff, en 1 an, il a gagné l'équivalent du PIB de l'Éthiopie. 100 millions d'habitants, 8e pays le plus productif d'Afrique. Un mec tout seul a produit plus de richesses que 100 millions d'autres mecs. En 1 an. Vous auriez pu être prof de maths aussi. C'est pas moi qui ai été chercher les chiffres. Ah. C'est justement Samuel. Je suis super mauvais en maths. Je vous ai vu vous regarder, là, on vous a vu, vous avez l'air concentré, sérieux. Vous aimez bien vous revoir ou pas? Je déteste. Ça fait des années que je me regarde plus, en fait. Quand je tourne un film ou quoi, je regarde plus. Ouais. Je déteste ça, en fait. Et donc là, je regardais tous les défauts, évidemment. Il y en avait beaucoup? Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, ça, c'était l'enregistrement d'il y a 2 ans, en fait, de la première série de représentation. Donc je vois que des défauts, quoi. Ouais. Il y a eu le Covid entre les deux, hein, en 2 ans. Et ouais, parce que ça, c'était avant le Covid, donc c'est très intéressant. Ouais. Vous en parlez un peu du Covid, quand même, malgré tout, dans le spectacle, hein? J'ai obligé, comme je vous disais tout à l'heure, je suis obligé, je rajoute des choses comme ça. Au fur et à mesure, c'est un spectacle qui est tout le temps. Je suis toujours obligé de rajouter des choses. Effectivement, avec le Covid, j'ai carrément dû transformer un peu le spectacle. J'ai dû rajouter un peu des choses du Covid, un peu comme ça. Surtout, d'ailleurs, la grippe espagnole. Et je parle de la grippe espagnole du début du XXe siècle à cause du fait qu'il y a eu le Covid. Ouais. Donc c'est bâti comme un cours d'histoire. C'est-à-dire qu'on a aussi, comme les profs de maintenant, pas de notre génération, mais ceux de maintenant, quelques images pour agrémenter le propos. Et vous jouez avec quelques images. On voit qui dans ce spectacle? Comme personnage historique, Ouais. ben, on voit Napoléon, Jules César, Hitler. Ouais. On en voit pas mal, ouais. Finalement, on en voit pas mal. Ouais. Marc-Antoine aussi. Ouais, Vercingétorix. Vercingétorix, ouais, on en voit plein, même Adam et Ève. Ouais. On en voit beaucoup, quoi. S'il y a un personnage historique auquel vous auriez aimé vous identifier, ce serait lequel? C'est une bonne question, ça, parce que c'est assez subtil comme question. Parce que, c'est-à-dire, en tant qu'acteur, j'ai joué Napoléon, par exemple, ben, c'était un grand plaisir de jouer Napoléon, malgré tous ces aspects sombres, etc. Maintenant, en tant que personnage historique, je pense que les gens comme Gandhi, tout simplement, ce genre de personnage, j'ai beaucoup plus d'empathie, évidemment, pour Gandhi que pour un Napoléon, même si Napoléon, je le comprends de l'intérieur, quoi. En tant qu'acteur, c'est quelque chose que je l'ai joué, donc, mais dans mes cellules, je peux comprendre ce qui amène un homme à devenir un dictateur, quoi. C'est souvent de l'ordre de la psychanalyse, hein. D'ailleurs, c'est que ça, en fait. Ouais. Les Poutine et tout ça, c'est que ça. Ouais. Vous n'êtes pas tendre, malgré tout, dans le spectacle avec ceux qui détiennent le pouvoir. Et vous nous dites dans ce spectacle, bah, on a écrit l'histoire pour les grands hommes, ou elle a fait écrite par les grands hommes. Ça veut dire qu'on oublie une partie de l'histoire de l'humanité. Oui, en fait, ce spectacle, il part surtout de mes souvenirs, par exemple, de mes souvenirs de mes cours d'histoire quand j'étais adolescent. Je me souviens que déjà adolescent, je trouvais que c'était très parcellaire, quoi. Il y a plein de choses que je trouvais. On nous enseignait pas les femmes. On nous enseignait pas. On nous disait, on parlait pas des homosexuels, par exemple. On nous parlait pas des femmes. Bon, oui, les minorités. Enfin, c'était toujours des histoires de conquérants, en fait, comme je dis dans le spectacle. C'était des dates, des guerres, des mariages. C'était comme ça une série de dates et une série de conquérants, comme ça. Richard Cœur de Lion, Hannibal. Et en fait, c'était pas très complexe, quoi. Et donc, au fur et à mesure que je me suis intéressé à l'histoire, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une histoire qui était en fait l'histoire des vainqueurs, quoi. On nous enseigne l'histoire des vainqueurs, donc l'histoire des plus forts, et donc l'histoire des puissants.
ceux qui ont gagné, vu que nous, en plus, on est en Europe, on nous a enseigné l'histoire de ceux qui ont gagné en Europe, je vais dire. Ouais. Et c'est vrai que le pouvoir corrompt. Je déteste le pouvoir, en fait. Ouais. Je trouve que le pouvoir, c'est quelque chose... C'est une drogue dure, en fait. C'est une drogue dure. Je crois que c'est pire que la cocaïne, quoi. Donc, je crois que les hommes, quand ils arrivent au pouvoir, eh ben, ils n'arrivent pas à la lâcher parce que c'est une drogue... Il y a une accoutumance. Et donc, ils font beaucoup de mal. Voilà pourquoi je n'ai aucune indulgence avec les hommes qui restent trop longtemps au pouvoir. Ouais. Je vous propose qu'on voit un deuxième extrait de ce spectacle Homo sapiens. Fabrizio Rogione. Ah, les Français, ah, je les supporte plus, franchement. Il y en a partout, en bas de chez moi, dans l'épicerie du coin, au café, au restaurant, partout. Dans la rue, je fais mon lacet, un Français, salut, comment tu vas? Un café au Belgan, Français. Je les supporte plus. Franchement, à côté de chez moi, ils ont ouvert un café. C'est les Français. Je demande une chope. Le mec, il me regarde comme ça. Une chope. Une chope. Ah, un demi à la boulangerie. Je demande une couque au chocolat. La nana, elle me fait ah, un pain au chocolat. Sinon, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre en viennoiserie? Je ne les supporte plus. Franchement, maintenant, c'est nous qui prenons l'accent. Avant, tu croisais quelqu'un à Place Flaget. Tu disais, qu'est-ce que tu me prends? Vas-y, passe-moi le sbal, Nardine. Ou alors, allez, mec! Mais, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Ah, t'es chelou, passe-moi loin, 10,50. Je kiffe. Je déteste ce mot. Je kiffe. Ils disent tout le temps du coup. Du coup, rien du tout. J'ose plus dire paye, vieux. Tiche. Qui dit encore tiche? Fabrizio Rogione, ça vous arrive de dire encore tiche? Non. C'est pas facile à placer dans une conversation de tous les jours. C'est très compliqué à placer. C'est vraiment quelque chose que je place. C'est devenu, même avec mes vieux potes, même maintenant avec les quarantenaires, les cinquantenaires, on le dit même plus, non. Ouais. Flaget, le Châtelain, tout ça, c'est des endroits où vous fréquentez? Ben moi, je suis né, j'ai grandi à Ixelles. Hein. Donc pour moi, la transition est encore plus violente. Ouais. Parce qu'à l'époque, personne ne voulait y vivre. Ouais. Donc à l'époque, c'était encore plus... C'est resté un petit peu populaire. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens aiment bien venir habiter à Ixelles, parce qu'il y a un côté populaire. Mais quand j'étais gosse, Place Flaget, moi, ma grand-mère, quand j'avais 8 ans, elle me regardait comme ça, elle me disait « Tu ne vas pas à Place Flaget hein ». Donc elle m'interdisait d'aller à Place Flaget. C'était vraiment c'était l'endroit où ils vendaient toutes les drogues toutes les drogues qu'on pouvait trouver à Bruxelles, elles étaient là, quoi. Donc Ça a beaucoup changé. ça a beaucoup changé, ouais. Mais en plus, là je fais le racisme de base. Mais je pourrais dire la même chose des Italiens. Parce qu'il y a plein d'Italiens, en fait, à Ixelles maintenant, qui viennent d'Italie, la nouvelle génération, les diplômés, tout ça. Chez moi, ça parle presque plus à Place Fernand Coq italien que la français avec l'accent français. Ouais. C'est important de parler du racisme parce que c'est quand même un thème qui traverse toute la pièce, hein, Homo sapiens. Et au début, on a presque un malaise. On se dit, mais c'est du premier, du deuxième, du troisième degré. Vous êtes conscient de ça? On a du mal à rentrer dans le personnage. Ouais. Effectivement, oui, ça c'est quelque chose... que j'avais pas conscience au moment où je l'ai écrit parce que c'est un humour... C'est un humour en fait que moi j'ai et qui fait partie de ma génération en fait. C'est un humour, par exemple, moi tous mes amis ils sont tous espagnols, marocains, ma femme est marocaine comme je le dis dans le spectacle, etc. Et c'est un humour, moi par exemple mon beau-père qui était marocain, moi je l'appelais le terroriste et lui il m'appelait le mafieux quoi. Et donc c'était un humour, je dirais qui est plus lié à ma génération, au fait que Bruxelles est une ville cosmopolite. Et c'est un humour qui, en fait, j'ai voulu mettre dans le spectacle, l'humour que moi, je pratique, je veux dire, avec mes amis. Comme je dis dans le spectacle, en fait, Bruxelles est une ville hyper cosmopolite, il y a tellement d'étrangers que tu n'as pas le temps d'être raciste, en fait. Tu te dis, tu es raciste vis-à-vis de quelqu'un, boum, tu as tout de suite une autre communauté qui arrive.
Et donc, je pense que l'humour est une manière ça aide le vivre ensemble. Et c'est vrai que cette nouvelle manière, aujourd'hui, je dirais, de ne pas dire les choses ou de ne pas pratiquer un humour, de peur de froisser quelqu'un, tout ça, moi, plutôt tendance à mettre mal à l'aise. Parce que je trouve que ça nous amène finalement cette prudence nous amène finalement peut nous amener plus facilement à devenir raciste, en fait. Alors que quand on pratique un humour comme ça, ben, moi, ça me permet comment dire, de décompresser par rapport à un stress qu'il pourrait y avoir, etc. Moi, ça me fait plaisir quand on se foutait de ma gueule quand Berlusconi était au pouvoir, par exemple, parce qu'il est quand même resté 20 ans en Italie, ça me faisait rire. Ouais. Fabrizio Rodjon, quand vous aurez eu 3 Césars, 5 Oscars, et que vous serez presque aussi riche que Jeff Bezos, vous resterez à Bruxelles ou pas? C'est une bonne question, ça. En fait, Bruxelles, j'ai jamais conçu habiter ailleurs qu'à Bruxelles. Maintenant, c'est vrai que maintenant que j'ai ma fille, j'ai toujours été un peu, comment dire, l'écologie en fait, quelque chose qui m'a toujours habité. C'est une obsession parce que je suis un ancien hypocondriaque moi, donc le lien était évident quand j'ai eu une vingtaine d'années. J'ai fait une dépression, etc. Et je me suis intéressé à l'écologie, etc. Donc, je vais répondre à votre question. Hein. J'ai l'impression que j'ai fait une petite digression, mais donc en fait, depuis que j'ai ma fille, la qualité de l'air, l'air que ma fille respire, l'environnement, etc., sont devenus des choses encore plus prégnantes. Et le fait de vivre en ville, bah, moi, par exemple, la voiture, je trouve en Belgique, à Bruxelles, il y a encore trop de voitures, par exemple. Je vais répondre. Donc si vous partiez, ce sera à cause de ça. C'est pour la qualité de vie. C'est à cause du fait que les choses ne bougent pas assez vite. Ouais. On vient de passer une quinzaine de minutes ensemble. Ça va de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas? Ça va, j'ai l'habitude de me parler à moi-même, donc ça va. Bon. Vous avez une pile d'objets à votre gauche. Je vais vous proposer de prendre celui qui est sur le dessus et de me dire ce que c'est. The Pink Revolution. Original soundtrack by, je parle super bien anglais, by Simon Franquet. Simon Franquet. Vous le connaissez, Simon Franquet? Non. Vous savez quoi? Vous allez le rencontrer. Ah ben tant mieux. Je suis toujours content de découvrir des choses. Salut. Ça va? Je m'assieds où? Je m'assieds là, je suppose. Voilà. Simon Franquet, vous pouvez vous asseoir en face, voilà, ouais, en face, de Fabrizio Rodjon. Bah, allez, on va faire simple. Simon Franquet, présentez-vous, expliquez qui vous êtes à Fabrizio Rodjon. Ok, c'est un exercice que je déteste faire, me présenter, mais... Ouais, je te comprends. Je suis musicien, guitariste, compositeur de musique de film, prof de musique aussi, et luthier aussi un peu sur le côté. Je fais plein de choses, mais mon gros boulot, c'est vraiment la musique de film, quoi. Ouais. Ah ouais. J'ai fait un méga résumé, mais voilà. Ah ouais. Et Pink Revolution, expliquez ce que c'est. Pink Revolution, c'est la BO d'un film de Jawad Ralib. C'est le 3e film que je fais avec lui. Et c'est un documentaire qui parle de la place de la communauté LGBTQI+, dans l'espace public. Et j'ai sorti un album, je viens de sortir l'album bande originale, du coup, avec Alison de Rouve, Jérôme Magnier, qui sont les guests sur l'album. Ouais. Et voilà. Est-ce que ça change tout dans un film, y compris dans un documentaire, quand la bande originale est réussie? Est-ce qu'il y a des bandes originales ratées? Il y en a. J'ai pas d'exemple comme ça, mais il y en a. Il y a des fois où je me suis dit que c'était too much. Mais oui, ça joue un rôle énorme, la musique. Moi, j'ai toujours été impressionné de cette manière dont la musique sublime un peu les images et inversement, les images subliment la musique, quoi. C'est un rapport qui me passionne vraiment fort. Ouais. Fabrizio Rodjon, vous avez joué, vous, dans des films. Hein. Vous êtes attentif à la musique? Ah ouais. Oui. Enfin, en fait, c'est difficile parce que je regarde plus vraiment les films que je fais, donc je suis un peu... Mais j'adore la musique de film, j'adore, ouais. Ouais. On va voir un extrait, enfin, c'est pas un extrait, on va voir une des musiques tirées de ce film The Pink Revolution
C'était un morceau qui sort maintenant, qui va avoir sa propre vie, puisque c'est un album. C'est avec Alice on the Roof. On regarde. The Board of Supervisors, it's my duty to make this announcement. Both Mayor Moscone and Supervisor Harvey Milk have been shot and killed. Ourselves up with golden seeds. Why not let love be what it is? Free from doubts and uncertainty. Love caught in the dynamic game. Caught in the dynamic. Ouais. Fabrizio John, première réaction. C'est la première fois que vous entendez ce morceau, j'imagine. Hein? Ah, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. En fait, je commence à devenir vieux, mais j'aime beaucoup la musique électronique en fait. En fait, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime un peu tous les genres de musique, mais c'est vrai que j'aime bien. Ouais. Simon Fransquet, musique électronique, c'est la définition que vous auriez prise? Ouais, électropop. Non, sur les termes, je suis nul. Bah, moi, je suis nul aussi. C'est la même chose, on dit toujours. Électropop, on dit. Je sais pas, moi c'est comme ça que je définis, mais j'aime pas définir. Il y a des petites trompettes jazz à l'arrière, puis la basse c'est quand même électro. Et puis Alice a amené ce côté très pop, donc ouais, électro-pop. C'est intéressant de dire ça, Simon Fransquet, parce que vous aviez déjà écrit la musique du film précédent de Jawad Ralib. C'était Au temps où les Arabes dansaient. Et là, on était dans une. Vous avez d'ailleurs eu le Magritte de la meilleure musique de film. Pardon, j'interromps, pardon. Ouais, non, pas de souci. C'était le Magritte de la meilleure musique de film. Et c'était une ambiance très différente. C'était plus acoustique. Il y avait des instruments traditionnels. Vous avez voulu changer de style là? Oui, complètement. Bah, après, c'est ça que moi j'aime dans le cinéma, c'est qu'à chaque fois c'est un film différent, un style différent et puis une ambiance différente, un challenge différent. Ici, c'est extrêmement différent de tout ce que j'ai fait de tous mes albums précédents. Donc, ouais. Vous dites mes albums. Ouais. Ouais. C'est une musique de film, pour vous, ça va être un album? Pas forcément toujours. Ici, ça l'est, mais des fois, j'ai des musiques de films qui sortent pas en album parce qu'il n'y a pas suffisamment de matière ou parce que je la trouve pas suffisamment intéressante ou pertinente pour en faire un album. J'ai pas fait que des albums de musique de film, mais la plupart, c'est des musiques de film, ouais. Ouais. Vous avez présenté les Magritte, hein, Fabrizio Rodjon? Ah ouais. Ouais. 3 fois, ouais. Excellent. Ouais. Et c'était un chouette exercice ou pas? Ah oui, c'est super, c'est bien passé, ouais. Mais c'est éprouvant, parce qu'en fait, moi, j'ai présenté ça. La première fois où on m'a demandé de le faire, c'était en 14, je crois, en 14. Ouais, 2014, hein, rassurez-nous. Ouais, non, 1914. Et non, oui, ça a été quand même 5 mois de préparation, et puis les 2 autres années, ça a été quand même 3 mois aussi, donc vous devez préparer tout un show, quoi. Ouais. Quand on reçoit un Magritte, Simon Fransquet, on est de l'autre côté, c'est une consécration? Bah oui, carrément, c'est sûr. Ça encourage à continuer dans la voie que j'ai choisie, c'est sûr. Comment est-ce que vous composez? Donc là, ce sont des documentaires, hein. Donc on n'est pas sur une idée qui est scénarisée, ou en tout cas trop scénarisée au départ.
Vous savez dès le départ du projet vers quoi vous allez vous diriger, vous composez d'après les images, vous arrivez en bout de processus, comment ça se passe pour vous? Il y a autant de manières de travailler qu'il y a de réalisateurs et ils ont tous un rapport différent à la musique, donc c'est à chaque fois un peu différent. Mais ici, je suis arrivé assez en amont, donc j'étais sur le tournage, on a discuté, il m'a échangé pas mal de musique qu'il avait en tête, en me disant tiens, j'imagine bien ça, j'imagine bien un truc plus léger que dans la BO précédente, plus pop. Mais sinon, en général, je compose vraiment sur les images, sur les images quand le film est en post-prod. Ça ne m'empêche pas de chercher des idées avant et de proposer déjà des choses, mais le gros du travail vient vraiment en post-prod sur les images, quoi. Ouais. C'est ce qu'on appelle compositeur à l'image, en fait. Je travaille sur les ambiances des images et sur les scènes spécifiques. Il faut qu'on dise un petit mot quand même hein, du contenu de ce film, The Pink Revolution de Jawad Ralib. C'est la rencontre entre plusieurs personnages qui ont, on va dire, été persécutés ou en tout cas inquiétés en raison de leur homosexualité. Ils viennent d'un peu partout dans le monde et ils se retrouvent en Belgique ou en France. Ils cherchent l'asile pour la protection. Je vous propose qu'on voit un extrait de ce film, de ce documentaire. On a choisi un extrait où il n'y a pas énormément de paroles, justement pour qu'on puisse profiter de votre musique. Ça va et toi? Ça fait longtemps que t'attends. Tu viens d'arriver? We were used to talk anymore. It was used to burn like a war. Chanter en anglais, comme tu l'as toujours rêvé. I always wondered how far I could have gone. Chante, chérie. How many miles we could have done. Simon Fransquet, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est une scène où ils partent tous à Avignon dans l'espoir de faire une espèce de pièce de théâtre happening dans les rues d'Avignon pour un peu parler de leurs difficultés à trouver leur place dans l'espace public. Et donc ils vont un peu interpeller les gens dans la rue à Avignon et voilà, leur faire un peu face à cette problématique qu'ils vivent tous les jours, quoi. Il y avait une voix hein, qu'on entendait, Ouais. c'est Jérôme Magnier, hein, c'est ça? Ouais, Jérôme Magnier, ouais. Donc il y a deux chanteurs que vous avez invités, c'est Alison The Roof et Jérôme Magnier. Jérôme Magnier, ouais. On peut dire que c'est un film militant, The Pink Revolution? Bah oui, carrément. Ouais. Carrément. Il y a de l'espoir à la fin de ce film, parce qu'il y a quand même des images à un moment assez dures, il y a aussi des images d'archives où on voit des gens qui se font lyncher, tabasser. Hein. Ça raconte ça quand même aussi, cette histoire. Ouais, c'est clair. Elle n'est pas légère. Non, c'est pas du tout léger, parce que c'est un sujet difficile et qu'il faut en être conscient que même en 2022, il y a encore tellement de choses à faire comprendre aux gens. Les gens sont encore tellement retardés par rapport à cette problématique. J'aime même pas dire le mot problématique parce que pour moi, c'est pas une problématique, ça devrait pas être un problème et on devrait pas en parler en fait. On devrait pas avoir à en parler. Mais malheureusement, ouais, même aujourd'hui, c'est encore un sujet délicat pour beaucoup de gens, quoi. Ouais. Mais oui, c'est assez positif en fait. En tout cas, moi, dans l'album, c'est ce que je voulais aussi. Le titre qu'on a entendu avant, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus positif. Et c'est le titre qui termine l'album parce que je voulais ça en fait. Je voulais aussi. Il y a un constat qui est dur parce que c'est un combat qui est dur. Mais je voulais pas un truc larmoyant et ça. Donc je voulais terminer sur un constat positif, quoi. Ouais.
Vous savez déjà sur quelle prochaine musique de film vous allez travailler, Simon Fransquet? Oui, je suis sur trois longs métrages là, pour le moment, c'est un peu abusé. J'ai beaucoup de projets. Je suis sur un film un marocain qui s'appelle Un été à Boujade, qui est très très beau. Je suis parti en juillet passé sur le tournage au Maroc. Et je compose la musique avec Yasmine Medour, qui est une compositrice et chanteuse parisienne. Je suis sur un film tunisien aussi et je viens de commencer un film en Inde. Ça, c'était un projet assez fou, ils m'ont contacté. J'ai failli refuser parce que j'ai beaucoup de projets, puis je me suis dit un film en Inde, c'est quand même chouette, un film d'action en plus, donc c'est la première fois que je fais vraiment un film d'action. Et donc ouais, là j'ai trois longs métrages, donc c'est un peu beaucoup, quoi. Plus ceux que je viens de terminer et qui ne sont pas encore sortis. Vous en faites combien par an? Rassurez-moi. Je sais pas, 3, 4. Là, ces 2 dernières années, c'est vraiment assez extrême. Mais plus les courts-métrages aussi, des fois, quand il y a des courts-métrages qui se rajoutent. Mais là, cette année, j'en ai 4 cette année. Ouais. 4 films, ouais. Ça vous fait rêver, Fabrizio John? 4 films à l'année? Non, parce que ça peut m'arriver aussi, oui. Ouais. Enfin, mais en fait, le nombre... vous savez, en fait, tu sais, c'est l'important, c'est pas le nombre de films que vous faites, c'est la qualité du film. Hein. Ouais, c'est clair. Et c'est l'investissement, parce qu'en fait, c'est un métier, je dirais entre guillemets, le métier artistique. On doit le faire parce qu'on a besoin de le faire, parce que si on n'a pas ce besoin de le faire, on le fait mal. Je le dis parce que ça m'est arrivé. J'ai accepté des projets que j'avais pas forcément envie de faire et je les ai mal faits, donc souvent, parfois, il vaut mieux refuser de faire un projet plutôt que de mal le faire. Je ne vais pas t'apprendre... Non, c'est clair, t'as raison. Ça vous est déjà arrivé de vous disputer avec un réalisateur, Simon Fransquet, de ne pas être d'accord avec les indications qu'il vous donnait ou qu'il vous refuse votre musique? Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé de me disputer avec les réals. C'est difficile un film parce que on a tous des égos entre les acteurs, le réal, et ouais, c'est difficile. Maintenant, moi, j'aime bien me mettre au service du réa et même du film en fait. Et j'ai pas trop de soucis à abandonner une musique quand le réa me dit non, en fait, c'est pas ça qu'il faut. Ok. Parfois, je débat, je me dis ouais, je pense que c'est ça, nana, ou j'essaye et je fais des corrections pour arriver à le convaincre. Mais j'ai pas trop de soucis par rapport à ça parce qu'au final, je me mets au service du film. C'est son film, c'est pas mon film. C'est quand même le réa qui a toujours le dernier mot. Mais oui, parfois c'est difficile. On a tous nos égos et on a tous envie de raconter des choses, mais ça dépend. Il y a des réas qui sont très cool, qui laissent beaucoup de place, et puis d'autres qui savent vraiment exactement ce qu'ils veulent par rapport aux musiques. Ouais, mais avec Jawad Ralib, là, en tout cas, ça marche. C'est déjà c'est le deuxième film, hein, je pense. Troisième, déjà, ouais. Troisième avec lui. Ouais. Et la magie, c'est que non seulement ça marchait dans le film, mais que la musique tient toute seule, puisqu'elle sort aujourd'hui en album, The Peak Revolution, avec notamment ses titres chantés par Jérôme Magnier et Alice on the Roof. Fabrizio Rongione, vous allez retourner vers la gauche et prendre l'objet suivant sur la pile. Qu'est-ce que c'est? Ça, le CD, le livre. Le livre. Hell Hole Hope, Naissance d'un musée. Ouais. Vous connaissez ce musée? Non. Vous connaissez pas ce musée? Il est à Bruxelles? Il est à Bruxelles. Le MIMA? Le MIMA. Ah oui. Bah oui, j'ai entendu parler, oui. Mais Vous j'ai avez pas entendu été parler. encore. Ouais. Raphaël Kreut, le MIMA, ça vous dit quelque chose, vous qui êtes liégeois? De nom, ça me dit quelque chose, ouais. Ça vous dit quelque chose. Est-ce que Raphaël Kreut, ça vous dit quelque chose? Connaissez-vous? Non, vous ne connaissez pas Raphaël Kreut. Eh bien, vous allez le connaître maintenant. Raphaël Kreut. Ah bah volontiers. Salut. Salut. Donc c'est moi. C'est donc toi alors. Ouais. Je suis pas l'auteur du livre. Hein. Je participe au projet, mais. Ok. Oui. Bah, présentez-vous, Raphaël Vas-y, Kreut. qu'est-ce que tu fais, Qui alors êtes-vous? Présentez-vous. Alors oui, qui suis-je? Grande question métaphysique, mais mais liée au livre. Ben voilà, le MIMA, c'est un musée le long du canal, ici à Molenbeek, et c'est un projet qui a vu le jour en 2016.
Et ce livre, El All Hope, est eh bien, en fait un résumé de ces 5 premières années. Et c'est aussi un bilan. On a lancé ce projet dans un contexte particulier qui était les attentats de Bruxelles. Et pour l'anecdote qui n'en est pas une, mais qui justifie le titre de ce livre, on devait ouvrir le 22 mars. C'est le jour des attentats. Et donc, évidemment, ce jour-là, on n'a pas ouvert. On s'est retrouvé à se demander si ce projet avait du sens dans cet endroit, à cette époque. Et puis le quartier s'est retrouvé tagué avec de cette étiquette El Hall par Trump, qui n'était pas encore président à cette époque. Et en fait, ce contexte a imprégné très fort le projet. Et en fait, dès le départ, finalement, avec ce faux départ, le projet du musée a évolué. Et c'est pour ça qu'on a ce titre El All Hope, qui est devenu aussi, qui était aussi l'étiquette qui était posé sur le MIMA, alors même qu'on n'avait pas ouvert les portes, mais quand on l'a ouvert un mois après les attentats, finalement, on était la première bonne nouvelle après des mois de déprime collective. Ouais. MIMA, il faut expliquer, peut-être Raphaël Kreutz, c'est pas de l'art contemporain, c'est plutôt de l'image contemporaine, l'iconographie du moment. Alors, c'est de l'art contemporain, après ce sont des mots valises, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un acronyme, MIMA, pour Millennium Iconoclast Museum of Art. Alors, derrière cette formule magique, il y a quelque chose de très précis, c'est que le millénium, c'est une période qu'on connaît qui est importante, parce que c'est la révolution des moyens de communication, c'est-à-dire l'apparition de l'Internet, téléphone mobile, 2007. Donc tous ces moyens vont changer, les outils vont changer notre psyché. Et on s'est dit, ça serait intéressant de raconter cette histoire par le spectre de l'art contemporain. Et puis iconoclaste parce que la culture dans laquelle on est transversale. Elle ne connaît plus vraiment les hiérarchies d'antan. On est, tu es musicien, tu es musicien de film, mais tu es musicien aussi d'album. Et cette espèce de fluidité entre les domaines artistiques, elle se retrouve aussi dans les arts plastiques. Et c'est ça qu'on voulait mettre en avant dans ce musée-ci. Alors, il y a une exposition en ce moment qui s'appelle Reload, qui en fait est un peu une exposition bilan. Vous avez voulu résumer tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. On va voir quelques images. Je vous propose que vous les commentiez, Raphaël Kreutz. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors là, on voit, au premier étage, on a des images d'œuvres d'artistes qui n'ont pas exposé au MIMA, mais qui ont été collectionnées parce que derrière chaque œuvre se cache un récit. Et on s'est dit, en les collectionnant au début, avec ces œuvres, on va pouvoir traiter de tels sujets, du skateboard ici, justement aussi de l'identité sexuelle ou de l'histoire du graffiti. Donc, mais tout ceci, toutes ces images au premier étage, toutes ces œuvres au premier étage sont mises dans une mise en scène assez baroque. Parce que, en fait, derrière chaque image se traduit une histoire qu'on n'a pas encore vécue. Donc les artistes, tant qu'on ne les a pas rencontrés, tant qu'on ne les a pas invités, ça reste un ensemble d'images collectées, de fantasmes qu'on peut projeter sur eux. Et donc ça, c'est une partie de l'exposition. Et la deuxième partie de l'exposition, on présente les œuvres d'artistes qui ont exposé au MIMA, comme ici Brecht Van den Broek, ou ici Jean Julien. Et donc là, on a fait l'expérience réelle de ces artistes au musée et ça traduit évidemment quelque chose de différent. Donc voilà ici des œuvres d'artistes de San Francisco, d'où est né les réseaux sociaux et d'ailleurs les artistes, les concepteurs des réseaux sociaux, c'est intéressant de le savoir, au début des années 2000 ont pas mal fait la fête, la bringue avec ces artistes-là et donc c'est vrai que l'ambiance des scènes artistiques a eu un impact direct sur les idées, les inspirations pour les développeurs des réseaux sociaux. Oui. Fabrice Roljon, Jeff Bezos, non. Les artistes qui font la fête, oui. Ça vous parle ce qu'on voit ou pas ? Ah ouais, beaucoup, ouais. Ça me parle beaucoup, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est difficile. C'est difficile de sortir en fait de ses propres schémas, quoi.
C'est vraiment un vrai travail. Et moi, j'adore découvrir justement des artistes, des œuvres, etc. parce que ça me force, ça m'oblige en fait à sortir de mes propres schémas de pensée, et donc ça m'explose le cerveau. Et j'aime avoir le cerveau explosé par quelque chose, être choqué ou être pris par quelque chose, parce que sinon j'ai une tendance, comme beaucoup d'êtres humains, à rentrer dans mes petits mécanismes, quoi, dans mes petites habitudes, etc. Et donc c'est en ça, je veux dire que la culture est fondamentale, évidemment, l'accès à la culture. J'ai écouté, par exemple, le documentaire sur Moi, j'ai été élevé dans un milieu qui était quand même assez carré, quoi, des vieux paysans italiens, etc. Et c'est vrai que, par exemple, l'homosexualité, pour revenir, c'était quelque chose on n'était pas contre, mais on n'était pas pour non plus, on n'en parlait pas, quoi. Et donc, moi, j'ai dû faire tout un travail, par exemple, moi, pour pouvoir, je dis pas accepter, parce que le terme est trop fort, mais m'intéresser aux problèmes que peut avoir cette communauté-là, etc. Et donc, c'est en ça que, quand moi je découvre ce musée, là, toutes ces images, etc., je suis content d'avoir le cerveau explosé, quoi. On aura fait quelque chose aujourd'hui. On a explosé le cerveau de Fabrizio Rogione. Simon Fransquet, ça vous donne envie d'aller voir le Mima à Molenbeek? Ah, carrément, ouais. Carrément. Ouais. À Liège, Moi, on a entendu parler de Molenbeek, mais peut-être pas du Mima. Après, j'avais déjà entendu parler du Mima, ouais, mais... Il a été ouvert en quelle année? 2016. Ah, tu vois. Mais ouais, moi je suis très fort passionné d'art graphique, hein. J'ai étudié ça en fait, à la base. Avant de faire la musique, j'ai étudié ça, ouais. Les arts plastiques et les arts graphiques. Ouais. Oui, donc Raphaël Creut, il faut leur dire de venir vite, parce que si j'ai bien lu, vous menacez de vous autodissoudre au Mima. Oui, alors bien sûr, pour plusieurs raisons, on a assez vite, quand on ouvert dans ce contexte particulier, on s'est rendu compte que le millénium qu'on imaginait, il avait déjà assez vécu. C'est-à-dire que si on se souvient, la première décennie des années 2000, c'était l'enthousiasme, c'était les voyages de coste, on découvrait Paris, Londres, Berlin, on disait waouh, la fête, le lendemain, les réseaux sociaux, ça nous donnait le sentiment qu'on allait être des citoyens super dynamiques, super au courant de tout ce qui allait arriver, et donc plein de promesses. Ça, c'est la première décennie. Puis la deuxième décennie, on arrive au moment où on imagine, nous, d'ouvrir un musée, c'est en 2014. La situation a déjà changé. En 2013, il y a Edward Snowden qui nous a déjà révélé que nos téléphones, en fait, c'est aussi un moyen de nous contrôler. Et donc, on passe de l'euphorie à un scepticisme. Et puis enfin, troisième étape, c'est au moment où on ouvre, on est dans une situation carrément d'horreur. Et donc le millénium nous interpelle, on se dit, bon ben voilà, cette idée sur laquelle on est passé, on est parti, elle a déjà vachement vécu. Et on s'est dit, bon, ben, on va mettre un horizon de 10 années de travail, et puis se remettre en question. Alors, pour un musée, ça peut paraître étrange de se dire, bon, on se met 10 ans, et si au bout de 10 ans, on se réinvente pas, on ferme. On peut trouver ça peut-être original, mais c'est ce que vous faites après chaque spectacle, ou après chaque album, c'est mettre sa peau en jeu. Et donc, en fait, pour un musée, c'est important, parce que si on parle de changement, il faut aussi un peu montrer l'exemple. Si le musée était un conseiller en investissement et qu'il vous dit, bon ben voilà, il faut investir dans l'audace et le renouvellement, et que lui-même n'achète pas ses actions, tu as un peu l'impression que c'est un escroc. Donc on s'est dit, avec l'institution, on va essayer de se mettre en danger pour nous obliger à bouger. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de nouvelle idée, en 2026, vous fermez les portes? Oui, alors la nouvelle idée, elle ne tombe pas du ciel. J'imagine très bien un spectacle et la musique, on n'arrive pas à la veille de l'enregistrement avec une idée qui tombe du ciel. J'imagine que c'est un sédiment, c'est toutes des choses qui viennent s'ajouter petit à petit, qui viennent créer un spectacle. Et nous, c'est pareil, c'est-à-dire que sur ces 10 années, on essaye à chaque exposition quelque chose de neuf, qui ne se voit pas toujours au niveau du public, mais qui pour nous est un élément de réponse pour peut-être trouver une solution pour se réinventer. Fabrizio Rogione, Simon Fransquet, est-ce que l'idée que vous allez laisser une trace, que votre activité artistique va laisser une trace et peut-être vous survivre, ça vous occupe l'esprit ou pas? Je veux dire, bon.
Il s'est défaussé, Fabrizio Rodgione. Je vais Ouais. répondre, je vais répondre. Ce serait hypocrite et ce serait mentir que de dire non, c'est sûr. Moi, ça ne m'obsède pas de laisser une trace, mais je crois que c'est quand même une part de pourquoi on fait ce métier aussi un petit peu. Je crois pour essayer d'un peu chambouler les gens et de changer les consciences aussi et comme tu disais, d'exploser un peu les cerveaux. Et ouais, de laisser un peu une trace. Je crois que ce serait hypocrite de dire non, de ma part, de dire non, c'est complètement. Mais ouais. Ouais. Fabrizio Rodgione. J'avoue que je peux pas. J'ai du mal à répondre à cette question. Moi, à l'inverse, fondamentalement, je m'en fiche un peu. Par contre, effectivement, dans le moment présent, de pouvoir changer des consciences par rapport à quelque chose, à une thématique, etc., c'est intéressant. Maintenant, le fait que les choses me survivent quand je suis mort, je m'en fiche. Sincèrement. C'est bien, t'es plus sage que moi. Je pense que. T'es plus sage que moi. Non. La psychanalyse, ça aide beaucoup. Ah, justement, oublier ça. Ouais. Non, mais. Non, la seule chose qui m'importe, sincèrement, si on parle du futur, c'est que ma fille vive dans un monde en paix, quoi. Après, tout le reste, c'est vraiment, ça n'a aucune importance. Ouais. On parle juste un instant du bouquin, Raphaël Creut. On voit quelques pages de ce bouquin. Là aussi, vous nous les commentez. Ça s'appelle donc Hell All Hope. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Alors, déjà, la couverture, c'est. On voit l'artiste américaine Maya Youk, ukrainienne d'ailleurs, qui, je le dis parce que pour le moment c'est un peu difficile, qui a fait la première installation pour la première exposition dans une salle qu'on appelle La Chapelle, et qui est encore aujourd'hui une installation dont les gens nous parlent. Donc on trouvait très important d'avoir évidemment ce livre qui parle non seulement dans son titre de l'origine du musée, de son ouverture, avec cet artiste qui était une artiste vraiment symbolique, majeure, qui est passée par le MIMA. Voilà, donc c'est Hell All Hope. Ça se trouve maintenant. L'exposition Reload, c'est jusqu'au 29 mai en ce qui concerne le MIMA. Le Pink Revolution, bah ça c'est la bande originale du film de Simon Fransquet, ça se trouve maintenant. Le clip vient de sortir, hein, Simon, Ouais, c'est clip tout est récent. sorti il y a 2 jours. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment, on est pile dans l'actualité. Et alors, Fabrizio Rodgione, vous ouvrez jusqu'au 2 avril, je me trompe pas? 9 au 9. Jusqu'au 9 avril. Ouais, Ouais, et c'est du mercredi au samedi. voilà. Ouais. Sur l'affiche, il y a quand même marqué jusqu'au 2. Je ne veux pas vous contredire, mais. Ah bon? Moi, je crois que vous avez commencé C'est une le 9 erreur, mars. c'est une erreur. Bon, on va dire jusqu'au 9. En tout cas, vous tto.com, ttotheatre.com pour avoir tous les détails. Comment est-ce que vous allez tous les trois? Ça va. Ça, c'est une bonne question, ça va? Bah, oui, moi, je trouve que la période est compliquée. C'est clair qu'on parlait justement de. Je parlais de la situation en Ukraine et je trouve que par exemple pour les artistes aujourd'hui, faire une promo, c'est pas évident. Ouais. Mais parce est-ce tout que- seul, tous les trois en studio, ça a été? Ah, mais. Voilà, très bien. Ça fait un peu bizarre, hein. Je me sens un Ouais. peu. C'est marrant parce que quand je prends le bouquin comme ça, tu sais que je m'adresse aux autres, j'ai l'impression d'être le présentateur. Ouais. Donc, j'ai l'impression d'être bien pivot un peu. Oui, le Ouais. côté Bah, vous allez le professionnel. faire une dernière fois, Fabrizio. Il reste un objet à prendre. Vous le prenez? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Elliot, alors j'espère que je le dis bien, hein, Knut. Ouais, Elliot Knutz. C'est un tout jeune guitariste. Toutes les semaines, on va terminer avec un nouveau talent, un artiste émergent qu'on va vous proposer de découvrir. On va lui laisser 3 minutes, c'est le micro ouvert qui va terminer cette émission Connaissez-vous. Merci Fabrizio Rodgione, merci Merci à vous. Raphaël Creut Merci. et merci Simon Fransquet.
Voilà, 18 ans et déjà un premier album pour Elliott Knut. Si vous avez envie de le voir en live, il est le 25 mars en duo au Full Circle, 5 avril au Bassin et au Brick en quartet cette fois-ci, et présentation de son album également le 22 avril à la Jazz Session à Saint-Josse. Tous les détails sur son site internet elliottknut.com. Merci d'avoir été là. Connaissez-vous, ce sera désormais tous les dimanches, 18h30, première diffusion, 22h pour la rediff. À la semaine prochaine.